Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera en fait une partie intercalée entre la partie 2 du Pimtrike et la partie 3 du Pimtrike. C'est en fait une vidéo qui va être longue et chiante où je vais beaucoup vous expliquer, en fait je vais faire que parler et vous expliquer tous les aspects théoriques qu'il faut connaître avant d'installer un turbo sur un moteur diesel. Si vous voulez le faire, vous pourrez le faire grâce à mes vidéos parce que je vais tout vous expliquer de A à Z. Et si vous ne voulez pas le faire, eh bien vous pouvez toujours rester sur cette vidéo pour ne pas être largué dans la partie 3 où je vais attaquer, comme je vous ai dit, la partie mécanique. Donc pour pas être perdu, pour comprendre tout simplement ce que je vais être en train de faire. Et aussi, si ça vous intéresse, et bien pour votre culture générale, vous allez avoir une culture un peu des moteurs et comment ça marche. Ah, et d'ailleurs, s'il y en a qui arrivent sur cette vidéo et qui savent absolument de quoi je parle, je vous invite à tout de suite aller regarder mes 2 premières vidéos qui sont dans la playlist. Donc voilà, comme ça vous allez comprendre pourquoi je fais ça et où est-ce que je veux en venir. Donc aujourd'hui, comme c'est marqué dans le titre, je vais vous montrer comment on modifie la valve PCV pour pouvoir installer un turbo. Donc je vais vous expliquer ce que c'est qu'une valve PCV, vous inquiétez pas. Et je vais vous expliquer les volumes qu'il faut prendre en considération lors de l'installation d'un turbo. Donc les volumes des tuyauteries de l'admission notamment, ça a une grande importance. Et aussi, qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Ah oui, en quelque sorte la modification de la pompe à huile pour arroser le turbo, donc pour le lubrifier en prenant l'huile du carter moteur sans avoir installé une pompe séparément. Et dernière chose, on va voir la petite modification qu'on va faire sur la pompe d'injection pour faire en sorte que l'injecteur crache plus dans le moteur, donc pour lui bourrer la gueule un petit peu plus. Alors tout d'abord, chapitre 1, la PCV, qu'est-ce donc cette merde? Bien en fait la PCV c'est une valve, donc Positive Crankcase Ventilation. Pour ceux qui veulent plus un accent anglais, ça donne plus un truc du style Positive Crankcase Ventilation, my nigga. Donc voilà, avec l'accent c'est ça, je suis sûr que vous avez mieux compris quand j'ai dit en anglais. En gros, c'est une valve qui va venir enlever la pression qui va être à l'intérieur du crankcase. Le crankcase en fait c'est le carter. En français je crois que c'est le carter que ça s'appelle. En gros c'est cette zone là, le bloc moteur. Eh bien il y aura une surpression qui va se créer tout simplement parce que vous savez les moteurs à combustion interne, donc les moteurs essence, diesel, tout ça, on a une explosion qui se produit. L'explosion fait descendre le piston, mais le piston, n'oubliez pas, c'est du métal. Et le côté, donc le cylindre, c'est du métal aussi. Et comme tous les mécanos vont vous le dire, il est impossible de rendre parfaitement étanche du métal qui frotte contre du métal. Il y a ici en fait des segments qui servent en fait de joints, donc qui empêchent au maximum les fuites. Mais des fuites, il y en a toujours qui vont se passer. Et donc vous savez, quand le piston est en haut, il y a une explosion qui se produit. Et bien en fait il y a des gaz qui vont passer à côté des joints, entre les segments, et qui vont se retrouver piégés à l'intérieur donc du carter moteur. Et donc ici on aura une pression qui va monter. Et donc si on n'avait pas de PCV, et bien en fait première possibilité, il y aura des fuites. Ici on aura une pression qui va monter et qui va expulser l'huile. Donc à chaque joint qu'il y aura dans le moteur, chaque joint en fait va fuir. Il y aura de l'huile qui va couler sur les côtés. Donc ça va être de la merde. C'est pour ça que cette valve a été inventée. Donc la valve PCV sert tout simplement à aspirer les gaz qui vont être en surpression dans le carter et les refoutre dans l'admission. Donc à la base, les vieux moteurs, ils ont juste une valve qui fait sortir les gaz dehors. Donc on s'en bat les couilles, ça repart dans l'atmosphère. Mais les nouveaux moteurs, eh bien en fait, pour des normes de pollution, tout simplement, les gaz qui vont être aspirés du carter, eh bien en fait, ils vont être refourgués dans l'admission. Parce que ces gaz, ils contiennent encore un peu d'essence ou de diesel. Donc pourquoi pas les refoutre dans l'admission pour économiser un peu de carburant, etc. Donc c'est à ça que sert cette valve. En fait, vous voyez, cette valve, elle est reliée au port d'admission, là où on a du vide qui va se créer. Parce que vous savez, le moteur, lorsque le piston descend, eh bien il va créer une aspiration. Ça va faire... ça va aspirer. Donc ici, il y aura un débit d'air qui va circuler. Et c'est ainsi que ici on a une valve avec une bille et un petit ressort. Et lorsqu'on aura une phase d'aspiration, eh bien les airs
Donc les gaz qui vont être piégés dans le carter vont se faire sucer par ici, vont passer entre la bille et donc son support et vont être aspirés à l'intérieur du moteur. Donc au final, le moteur il va toujours se retrouver à la pression atmosphérique et on n'aura pas de risque de fuite d'huile, etc. Donc ici en fait, là je suis sur le couvre-valve. Le valve cover en anglais, en français je sais pas ce que ça donne, mais en gros c'est la partie qui va couvrir les valves et la pression qu'il y a ici, cette pression qu'on va appeler P, eh bien c'est exactement la même que celle qu'il y aura dans le carter parce que eh bien en fait c'est tout simplement relié par autour du cylindre, donc toute la pression à l'intérieur du moteur va être la même sauf ici lorsqu'il y aura l'explosion. Donc voilà, vous avez j'espère maintenant compris à quoi sert une PCV. Donc on a dit ça sert à tout simplement dépressuriser la pression qui va se générer à cause des fuites dans le moteur. Donc voilà, mais le problème en fait c'est que maintenant si on prend cette valve, on la laisse comme ça telle qu'elle et on met ici un turbo. En fait, quand les moteurs ils sont atmosphériques, c'est-à-dire naturellement aspirés, c'est le piston qui va descendre et qui va faire... Qui va aspirer. Mais lorsqu'on va mettre un turbo, en fait le turbo il va constamment bourrer dans le moteur. Donc la pression qu'il y aura à l'admission ici, ça sera plus une dépression, ça sera une pression qui sera positive. Donc en fait cette valve, qu'est-ce qui va se passer? Si ici on a une pression qui est toujours positive, ici en fait la pression elle va appuyer à l'intérieur, donc elle va appuyer sur la valve et donc la bille elle va monter en haut et va boucher en fait. Elle va tout simplement boucher, obstruer le trou et donc la valve ne va plus du tout fonctionner de la même façon, c'est-à-dire que les gaz qui vont être piégés à l'intérieur du moteur, eh bien ils vont rester piégés parce qu'ils n'auront pas par où sortir tout simplement. Et en plus, lorsqu'on met un turbo, eh bien en fait, on rajoute de la pression dans le moteur, ça fait que la compression, donc le moteur va compresser plus fort et donc les fuites vont être encore plus importantes lors de l'explosion parce que les segments, on va pas les changer, on va pas les améliorer, donc les fuites ne vont faire qu'augmenter. Donc ça fait qu'au final ici on va se retrouver avec genre 1 bar de pression, 2 barres de pression en plus de la pression atmosphérique. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ce truc en fait il va fuir de l'huile de partout. Ici si le carter il est fermé avec des vis, ça va gicler partout. On va se retrouver avec un moteur qui va tout simplement non seulement s'autodétruire, mais en plus lorsque le piston va descendre, eh bien en fait il va descendre plus difficilement parce que ici on a une pression plus importante. Donc en fait on va... en gros on va niquer le moteur. Donc cette valve PCV il faut lui faire quelque chose. Donc en gros on va tout simplement bypass. Donc on va ponter cette valve. Et concrètement peut-être je vais la retourner. Je sais pas, j'ai pas encore assez regardé mon moteur pour savoir qu'est-ce que je vais faire. Mais dans la théorie qu'est-ce que je vais faire? Et bien c'est ça. Je vais tout simplement faire ici un trou dans le valve cover. Et je vais le tarauder et on va lui mettre un petit raccord fait maison. Et ce raccord, eh bien, on va l'envoyer avec un tuyau. Donc un tuyau à l'intérieur du turbo, mais cette fois à l'entrée du turbo. C'est-à-dire pas à sa sortie lorsqu'il va rentrer là-dedans. Parce qu'ici on a, rappelez-vous, une pression positive. Mais là, on a une pression négative parce que le turbo, il suce et il refourgue là. Donc là il suce, là il refourgue. Donc nous on va emmener les gaz qui vont être ici à l'intérieur du moteur. On va les faire sucer à l'intérieur du turbo, mais à l'entrée du turbo, donc pas à la sortie, il ne faut pas se tromper. Et cette valve, eh bien en fait on va tout simplement boucher cet accès ici, comme ça. Eh bien la pression ne pourra pas rentrer dans le moteur. Enfin en gros ici cette valve elle va plus nous emmerder et on va sucer les gaz par un autre endroit. Chapitre 2, on va maintenant s'intéresser au volume de la tuyauterie en sortie du turbo avant l'admission dans le moteur. Là dit comme ça vous semble peut-être bizarre que ce volume de tuyauterie ait une importance, mais en fait, eh bien si on veut vraiment, bon forcément ça va pas changer le monde, mais si on veut vraiment pousser au maximum les performances de ce moteur, ce volume a une très grande importance. Donc ça je ne l'ai pas inventé évidemment, c'est issu de recherches de chercheurs, donc c'est une sorte de thèse un peu condensée. Je vous mets ça dans la description, c'est un lien, c'est un PDF. Si vous voulez vous taper des calculs de thermodynamique et de trucs comme ça, eh bien n'hésitez pas à lire cet article qui est très intéressant. Donc c'est des chercheurs qui ont fait ça évidemment avec des courbes etc. Donc eux ce qu'ils ont fait en fait, ils ont mis ce qu'ils appellent un air capacitor.
donc condensateur en français, mais dans le sens, pas dans le sens condensé, pas dans le sens stockage électrique, mais dans le sens volume, donc une capacité, donc un volume d'air. Eux en fait ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas mis d'intercooleur etc, ils ont juste mis des tuyaux et un réservoir qui va servir en fait de boîte à air, donc un réservoir d'air sous pression avant l'entrée du moteur. Moi ce que je vais faire pour une question d'esthétisme, une question de... Bah en fait, vu que j'ai un intercooleur, j'ai pas vraiment besoin de ça. Donc en fait, mon volume, eh bien, il va se retrouver dans les tuyauteries parce que j'ai commandé des tuyaux de diamètre 40. Donc c'est pas négligeable, c'est vraiment des gros tubes et c'est là que tout le volume va se retrouver. Donc voilà, en gros, si je résume toutes les recherches des chercheurs en une phrase, il faut en gros, dans l'idéal, il faudrait que le volume de la capacité d'air à la sortie du turbo avant l'admission soit d'environ 5 fois la capacité du cylindre du moteur. Donc en gros, là vu qu'on a un moteur de 1,5 litre, 450 cm3, ça fait quoi? Ça fait un demi-litre, en gros on arrondit. Il faudrait que le volume qui se retrouve à l'intérieur de mes tuyauteries soit d'environ 5 fois plus, c'est-à-dire 2,5 litres. Moi, honnêtement, je vais me limiter à 2 litres, ça me suffira très bien. Donc voilà, donc je vais penser mes tuyauteries pour me retrouver avec 2 litres entre le turbo et l'admission. Alors à quoi ça sert, vous allez me demander? Eh bien je vais vous expliquer ça tout de suite. Eh bien en fait, si on prend l'exemple d'un moteur qui a par exemple 4 cylindres, eh bien les cylindres, vous savez, ils sont désynchronisés, c'est-à-dire que pendant qu'il y a des cylindres qui sont plus en bas, il y en a d'autres qui vont être plus en haut et ils vont marcher un peu comme ça. Donc en fait, pendant qu'il y aura des cylindres qui vont être dans une phase d'admission, c'est-à-dire ils vont descendre, eh bien il y en a d'autres qui vont monter et donc ils vont être dans une phase de compression, voire chassage de gaz. Je ne sais pas si chassage se dit, mais en gros, des pistons vont sucer pendant que d'autres vont cracher. Voilà, pour la métaphore sale, ça donne ça. Donc le turbo, il va constamment se faire souffler. S'il n'y a pas un piston qui va lui souffler dessus, eh bien il y en aura un autre. Parce que parmi les 4, il y en a bien qui vont souffler, tu vois le délire? Donc en fait, sur un monocylindre, au lieu que le turbo soit au maximum tout le temps parce qu'il se fait souffler par tous les cylindres, eh bien il va se faire souffler que une fois sur 4. C'est-à-dire que le turbo, au lieu de faire comme sur les moteurs multicylindres, il va plus être du genre et le problème, c'est que lorsque le turbo va être à son souffle maximal, c'est lorsque le piston va chasser les gaz et lorsque le piston va descendre pour réaspirer de l'air frais, eh bien le turbo il aura ralenti entre temps. C'est-à-dire que en fait c'est totalement désynchronisé. Nous la pression on la veut au max lorsque le piston descend et non pas quand le piston il monte. Donc c'est à ça que va servir la capacité d'air, parce qu'en fait le turbo, lorsque le piston va chasser les gaz et va faire tourner le turbo, en fait le turbo va profiter de ce temps mort pour remplir en fait une capacité d'air qui va lui servir plus tard. C'est-à-dire que la pression dont on aura besoin à l'étape de l'admission, eh bien il va l'avoir à l'intérieur des tuyaux. Donc voilà, c'est à ça que sert la capacité d'air. Vu qu'on manque de cylindres, il faut stocker en fait une réserve d'air un peu en avance pour que le moteur il ait de quoi respirer plus tard lors de l'étape de l'admission. Et encore une chose que je voulais vous expliquer avant qu'on passe en quelque sorte au chapitre suivant, et bien en fait c'est pourquoi j'ai ici un intercooleur. Alors qu'est-ce qu'un intercooleur? En français c'est un échangeur d'air. Enfin, on a des échangeurs RR, on a des échangeurs RO qui ont un rendement un peu meilleur, mais il faut avoir une pompe à eau, etc. On va pas s'emmerder avec ça, nous on va mettre un échangeur RR de petite bagnole, donc c'est une Renault je sais pas quoi. Donc en gros, l'échangeur, à quoi ça sert? Eh bien en fait, le turbo, eh bien déjà vous savez, il se fait souffler en fait par les gaz d'échappement. Les gaz d'échappement sont issus d'une explosion, donc ces gaz sont très chauds, donc ils vont chauffer le turbo. Donc le turbo est fait en acier et en aluminium, donc le métal qui chauffe, ça a une bonne inertie thermique, donc en fait l'air qui va se faire aspirer puis souffler ici, eh bien il va être attiédi par la chaleur elle-même du turbo, mais aussi il va être comprimé. Le but d'un turbo c'est de bourrer de l'air,
et lorsqu'on bourre de l'air, lorsqu'on comprime en fait un gaz ou quoi que ce soit, eh bien il a tendance à chauffer. Donc c'est le principe fondamental de la thermodynamique. C'est l'effet en fait qui sert dans les frigos. Donc on comprime un gaz puis on le dilate, et donc c'est ça qui fait d'un côté du chaud et de l'autre côté du froid. Donc voilà, ça sert dans les clims, dans les frigos, etc. Donc voilà, et qui dit de l'air chaud, eh bien dit de l'air qui se dilate. Donc s'il se dilate, eh bien en fait le moteur il va manger moins d'air. L'objectif en fait c'est de refroidir le plus possible l'air, le comprimer le plus possible et alimenter le moteur avec de l'air froid et comprimé. Comme ça on atteint le top du top de ses performances. Donc voilà, l'échangeur sert à refroidir l'air. Honnêtement, sur un petit circuit comme ça, avec un petit turbo et en quelque sorte un petit moteur, eh bien cet échangeur est un peu plus, comme je vous l'ai dit, pour ajouter du volume à mon circuit. Donc pour rajouter du volume, mais pas du volume qui sert à rien, tu vois. Là au moins j'ai du volume, mais qui va me servir de capacité de stockage d'air. Et en plus va avoir un double rôle parce qu'il va refroidir l'air, donc c'est tout bénef. En soi, certains d'entre vous pourraient me dire que cet intercooleur ne sert à rien sur un petit moteur, et j'ai envie de vous dire, vous avez totalement raison, on pourrait en soi s'en passer, mais dans Ultimate Making, on fait toujours les choses dans l'exagération, tu vois. On fait le mieux qu'on peut pour déboîter le goudron, donc voilà à quoi ça va me servir de rajouter un intercooleur. Chapter 3, The Oil Pump. Donc chapitre 3, la pompe à huile. En français ça sonne un peu moins bien, hein. Là en fait je fais exprès de vous faire chier avec des mots anglais parce que souvent je lâche des mots anglais dans mes vidéos, et il y a toujours des gens dans les commentaires pour m'insulter ma race et pour me dire les mots français qui correspondent en mots anglais. Mais je m'en bats les couilles, j'aime bien parler anglais, je trouve que les mots sont très précis et très spécifiques, et donc j'adore parler anglais, donc voilà, c'est tout. Ne nous dissipons pas. Alors la pompe à huile, beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi je turbote un diesel et pourquoi je fais pas ça sur un essence. Et là en gros je vais vous faire une petite parenthèse, en fait une grosse parenthèse, mais je vais vous expliquer les raisons qui ont poussé à choisir un diesel. Raison numéro 1, j'ai choisi un diesel tout simplement parce que c'est un injecteur. Donc l'injecteur il se situe à ce niveau là, j'ai oublié de le dessiner, mais en gros ici on a un injecteur. Et lorsqu'on a un injecteur, eh bien c'est plus facile de tuner les choses pour avoir un mélange parfaitement stoichiométrique sans gâcher du carburant et en mettant un turbo. Parce que vous savez, il y a des Américains sur YouTube qui prennent des Predator 212 ou des trucs comme ça, donc des petits moteurs à essence, et qui leur mettent un turbo. Donc évidemment ils mettent le turbo non seulement sans la capacité d'air, mais ensuite ils mettent donc le turbo sur un carburateur. En fait ils font que de la merde, et il y a des gens qui like sans se rendre compte que leur turbo en fait, au lieu d'augmenter les performances de leur moteur, elle gâche les performances de leur moteur tout simplement. Regardez-moi cette merde, il noie totalement le moteur, ça sert à rien, mais à rien du tout. Donc ce moteur, s'il a un injecteur, eh bien c'est très avantageux parce que non seulement t'as pas à te trimballer de l'essence à l'intérieur des tuyauteries, donc des vapeurs d'essence qui vont ensuite se liquéfier. Have a feeling it's gonna work. Oh yeah. Le temps que les vapeurs arrivent de là jusqu'à dans l'admission, mon pote, ces vapeurs elles se retrouvent à l'état liquide et tu te retrouves avec une piscine municipale d'essence et de fuel dans tes tuyauteries. C'est une horreur, ça sert à rien. Donc pour turboter un moteur essence, tu as deux possibilités. Soit tu prends le carburateur et tu le mets avant l'entrée du turbo, mais le problème c'est que vous avez vu cette distance du carburateur qui est là jusqu'au moteur qui est là. Eh bien en fait il y a un volume d'air qui au démarrage du moteur ne contient absolument pas d'essence. Donc toi t'es là comme un con à tirer sur ton moteur, t'es vloup-peu, et l'essence en fait elle peut pas arriver de là à là. Soit t'as un kick en fait, un kick électrique à la clé, donc qui fait tourner le moteur plus vite. Donc en gros vous le kickez à mort pour faire souffler le turbo, pour pousser un peu d'essence à l'intérieur. Mais c'est la galère, pour démarrer un moteur qui a un carburateur avant le turbo, c'est une horreur, tu le démarres pas, tu le sprays comme un connard, tu le pendant des heures, dès qu'il est lancé ça passe, mais au démarrage, impossible, franchement impossible.
Donc ce que les Américains, la plupart des Américains font, c'est qu'ils mettent en fait le carburateur après le turbo. C'est-à-dire que le turbo il prend de l'air, il le souffle sous pression à travers le turbo et il le remonte là-dedans. Mais ça, c'est une horreur aussi. Parce que le turbo en fait il va souffler quoi? Il va souffler, allez on va dire 1,5 bar à l'intérieur des tuyauteries. Ben mon pote, ton carburateur, tu vas le noyer. Déjà, tu vas pressuriser le carburateur, il va fuir. Il y aura de l'huile qui va gicler du réservoir de partout. Et ensuite, le deuxième problème, c'est que tu vas noyer les tuyauteries et noyer le moteur. Donc voilà, c'est de la merde. En gros, tu vas brûler 10% d'essence et tu vas en cramer 90% qui va partir dans l'échappement, qui va se foutre dans le turbo. Bref, tu ne peux pas turbo, tu peux pas turbo un petit moteur correctement avec un carburateur, donc un Predator 212. Si tu le turbo, c'est mort, ça sert à rien. À ceux qui le font, et bien en fait ils font tourner leur moteur à la zeub, ils ont énormément de problèmes et ils filment en fait juste quand ça marche, tu vois, bizarrement, parce que la plupart du temps ça marche pas. Ils prennent la prise qu'il faut pour vous montrer, et regardez, c'est trop badass ce que j'ai fait, j'ai perdu 5 HP. Bien joué, enculé. Donc bilan de l'histoire, si tu veux mettre un turbal sur un petit moteur que tu as chez toi, genre un petit moteur de tondeuse, un petit moteur de moto, un 125, etc. Donc si tu veux t'amuser chez toi, faire le petit mécano amateur comme moi, eh bien soit tu turbos un diesel, soit tu achètes un EFI. Un EFI en gros, c'est un injecteur qui se met ici. Donc pour les moteurs essence, c'est ce que tu as dans la plupart des voitures. C'est une espèce d'injecteur qui se trouve ici dans l'admission, avec un capteur d'oxygène qui part dans l'échappement et un ordinateur de bord qu'il faut programmer, donc il faut modifier à l'aide d'un PC. Tu le branches au PC et tu tunes en fait les réglages de l'injecteur. Tu peux tuner pour mettre plus de fuel, moins de fuel, c'est pas mal comme alternative, honnêtement c'est pas mal. Il faut acheter un EFI kit, donc soit tu achètes un EFI kit, un bon EFI kit pour des petits moteurs. Déjà, de 1, c'est très rare à trouver. Soit tu les importes d'Amérique, 200 balles de frais de port, plus 500 balles de produits. Je vous laisse imaginer, je vous laisse faire le total. Soit tu achètes un vieux EFI tout pérave sur AliExpress. Et dans ce cas-là, si tu arrives à recevoir le colis à cause de Colissimo, parce que ces sales singes, ils vont jamais te livrer. Donc déjà, si tu arrives à recevoir ton colis avec ton EFI, c'est bien. Et donc tu auras payé un EFI genre 200 balles peut-être, et 100 balles, allez, bon je suis gentil, 50 balles de frais de port. Donc pour 250 balles, et à condition d'avoir le bon logiciel sur son PC, etc., tu peux te démerder. Et si tu as des connaissances en tuning, hein, parce qu'un EFI ça se règle pas comme ça, il y a du câblage à faire, il y a des capteurs à gérer, bref. C'est un peu la merde, je ne l'ai jamais fait, mais si vous êtes un bon mécano, vous pouvez essayer. Vous pouvez prendre le risque de turboter un essence avec un EFI. Donc voilà, oubliez le carbu, mais avec un EFI, c'est faisable. Deuxième raison très importante pour laquelle j'ai choisi un diesel, c'est que je dis bien en général. Deuxième raison pour laquelle j'ai choisi un diesel, c'est que en général, je dis bien en général, pour ces espèces de petits moteurs, donc petites cylindrées, monocylindres, etc., on a un peu moins de probabilité de retour de flamme à l'intérieur de la soupape d'admission. Parce que vous savez, il y a des moteurs, des fois tu les kicks et il y a une petite flamme qui sort par le carbu. C'est-à-dire qu'il y a un retour de flamme qui se fait là. Donc en gros, ce retour de flamme sur les diesels, il y a un petit peu moins de chances que ça arrive. Donc en soi, ce problème ne va pas trop vous regarder vous, mais va beaucoup me regarder moi, parce que le principe, en fait l'idée de merde de ce projet, c'est que ici, à l'admission, non seulement je vais tuner l'injecteur pour cracher plus de fuel, mais en plus je vais mettre un deuxième injecteur qui va pchiter du propane. C'est très risqué, vous allez m'insulter dans les commentaires. Mais dans la science, mon pote, si tu testes pas des trucs, si t'as pas des couilles, eh ben t'avances pas. Donc en gros, je vais mettre un injecteur de propane et vous imaginez que s'il y a un retour de flamme qui se fait à l'admission, et là j'ai 2 litres de tuyauterie remplie de propane, bah en fait mon moteur il fait boum, mon intercooleur il fait boum, et mes tuyaux ils font boum. C'est très grave et c'est très risqué, donc je vais tout casser tout simplement. Mais c'est pour ça que j'ai pensé à la chose et je vais pas faire le con. Je vais mettre des petits pchits de propane lorsque le moteur va être déjà élevé en RPM. Et en plus, je vais ne pas serrer en fait les raccords. Donc il y aura des raccords coudés en silicone et je vais pas serrer.
Comme ça, s'il y a une explosion qui se produit, au lieu que ça explose mes tuyauteries, ça va juste faire sauter un petit coude en silicone. Donc c'est pas très grave, ça va amortir le choc en quelque sorte. Mais donc voilà la deuxième raison pour laquelle j'ai pris un diesel comme ceci. C'est pour minimiser les probabilités d'explosion et de retour de flamme, etc. Troisième raison pour laquelle j'ai choisi un diesel, c'est qu'en fait, ce genre de diesel, ils ont une petite pompe à huile relativement mignonne, tout simplement parce que non seulement elle a un port qui sort à l'extérieur sur un capteur, donc ça fait que ce capteur, tu peux le jeter et tu as un port, en fait, tu as tout simplement un port sur lequel tu peux prendre de l'huile pour l'injecter dans le turbo, parce que vous savez, si on met un turbo, eh bien, il faut l'alimenter en huile. Dans l'idéal, il faudrait lui mettre à peu près 40 PSI d'huile, 40 PSI de tête, je sais pas combien ça fait. C'est genre plus d'un bar, je crois. 40 PSI, ça doit être genre, je sais pas, genre 3 bars, non? 40 PSI en bar. Ces connards d'américains, ils parlent tous en PSI, donc les turbos, forcément, ils s'expriment en PSI. Donc c'est la merde pour moi, à chaque fois je dois faire les conversions. Oh putain. 40 PSI, c'est 3 bars. Bon, autant vous dire qu'il y aura ni assez de débit, sûrement ni assez de pression sur cette petite pompe pour arroser mon turbo à 40 PSI. Mais ça, rappelez-vous, c'est un petit turbo, je crois, c'est le plus petit turbo du marché sur un moteur qui est monocylindre, 400 cc. Honnêtement, ça va, genre il va pas avoir besoin d'avaler 40 PSI d'huile, ça servira à rien. 40 PSI c'est vraiment pour les bagnoles à 4 cylindres, 8 cylindres, etc. Je pense, je suis pas mécano, hein, mais dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Mais en gros, il faut, dans tous les cas, dans un turbo, il faut lui cracher de l'huile autant que tu peux, surtout à haute vitesse. Donc voilà, cette pompe, elle est mignonne non seulement parce qu'elle a un port qui sort dehors. Trouvez-moi un essence type Predator qui possède une pompe comme ça. Je pense pas qu'il y en ait, honnêtement. Et aussi, c'est une pompe qui est relativement bien foutue parce qu'elle est foutue pour un diesel. Elle monte l'huile dans le carter et elle arrose bien tout le moteur. Et donc, si tu la bypasses, normalement, si ça se passe bien, eh bien, j'aurai suffisamment de patates pour arroser mon turbo en plus du moteur. Certains vont m'insulter dans les commentaires en me disant que si l'huile du carter il monte et il passe dans le turbo, il va sortir relativement chaud et je vais le refoutre dans le carter et donc ils vont m'insulter parce que j'ai pas prévu de refroidisseur pour l'huile. Mais honnêtement, c'est pas très grave. Honnêtement, il va pas chauffer tant que ça, je vais pas rouler 300 km avec. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas, tout est dans la tête. Et la quatrième et dernière raison pour laquelle j'ai choisi un diesel, c'est la raison pour laquelle en fait je voulais à la base vous expliquer le tunage de l'injection. Parce qu'en fait la pompe d'injection, elle a un fonctionnement très simple. Donc c'est un moteur qui a un